Mesdames, Messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonjour. Vous avez raison, vous êtes sur Zouk TV. Et ne changez surtout pas de chaîne. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans la partie Écoutez pour comprendre. Nous avons toujours le plaisir de vous faire découvrir les réalités du pays. Et très souvent, vous nous demandez d'augmenter nos invitations, enfin, vous nous faites vos critiques, vous nous faites vos remerciements. On ne peut qu'adhérer à tout ça. En tout cas, merci de rester sur l'émission Écoutez pour comprendre, où on a le plaisir de recevoir le directeur de l'IEDOM, M. Patrick Croisando. Monsieur Patrick Croisando, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Florent Grabin, merci à vous de m'accueillir dans cette émission Écoutez pour comprendre. Je pense que nos éditeurs vont vous écouter religieusement et comprendront comment fonctionne l'IEDOM. Eh bien, je le souhaite et je salue par l'ensemble de vos téléspectateurs martiniquais et peut-être au-delà. Alors, l'IEDOM, beaucoup ignorent le nom, sa fonction. Quelles sont vos missions? L'IEDOM, en effet, peut-être sommes-nous mal connus et peut-être avons-nous besoin de relais comme les vôtres. Et une fois encore, je vous en remercie pour faire comprendre ce qu'est l'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. L'IEDOM au service du développement économique des Outre-mer, au service du développement de nos territoires et singulièrement de la Martinique, ici à la Martinique. L'IEDOM, elle est chargée d'assurer la continuité territoriale des missions de la Banque centrale, par délégation donc de la Banque de France, dans les territoires d'outre-mer et donc ici à la Martinique. Ces missions, je les décrirai en 4 volets. Première mission autour de la stratégie monétaire. Stratégie monétaire qui est vraiment une grande mission de Banque centrale. La stratégie monétaire, c'est la mise en œuvre de la politique monétaire. On en parlera peut-être pour tenter d'expliquer en quelques mots simples ce qui se cache derrière ces termes de politique monétaire. Mais en tout cas, très concrètement pour nous, ici à la Martinique, c'est la mise en circulation des billets et des pièces. Et c'est l'entretien des pièces et des billets. Ça, c'est une première mission essentielle, bien évidemment, pour assurer une stabilité et un développement de notre économie. On a besoin de cette monnaie. Ça, c'est le premier volet. Un deuxième volet, là encore, grande mission de Banque centrale, la stabilité financière. Une économie fonctionne lorsqu'elle est stable, lorsqu'on peut lui donner une vision, lorsqu'on a un dispositif et un socle solide. L'IEDOM va participer à la stabilité financière exercée par la Banque de France, d'une part, par les relations qu'elle va entretenir avec l'ensemble de la profession bancaire, où elle va produire un certain nombre d'informations, être à l'écoute de la profession bancaire. On va produire également de l'information statistique et monétaire à destination des décideurs publics. Et puis, l'IEDOM, c'est également le relais des autorités de contrôle et de supervision. L'ensemble de la profession bancaire et des assurances et des mutuelles, etc., est supervisé par un certain nombre d'organismes, et notamment l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est un bras armé de la Banque de France. Nous en sommes les relais, ici, sur nos territoires, pour assurer cette stabilité financière. Troisième volet, donc stratégie monétaire, stabilité financière. Notre troisième volet, les services à l'économie, au sens large. Les services à l'économie, c'est l'accompagnement des entreprises, d'abord, en tout cas, je n'ai pas d'ordre dans tout cela, mais en tout cas, l'accompagnement des entreprises. L'IEDOM assure la cotation des entreprises. Elle assure des missions comme la médiation de crédit pour les entreprises qui rencontreraient des difficultés avec leurs partenaires bancaires. Elle assure de l'accompagnement par une fonction de correspondant pour l'ensemble des TPE, PME. C'est aussi des services à destination du grand public et pour une mission d'inclusion financière, un sous-ensemble de l'inclusion sociale. Je veux parler notamment du surendettement. Du surendettement, du droit au compte, on assure cette fonction du droit au compte, des droits d'accès sur les grands fichiers nationaux d'incidents de paiement. Ça, c'est pour le volet des particuliers, notamment.
Et puis, une mission qui importante, particulièrement dans nos territoires, c'est l'éducation économique, budgétaire et financière des publics. L'État s'est doté d'une stratégie en la matière il y a quelques années maintenant, c'était en 2016, et avait désigné la Banque de France, l'IEDOM pour les départements d'outre-mer, pour coordonner ces opérations de ce déploiement de cette stratégie d'éducation. Nous sommes en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, éducation nationale bien évidemment, mais bien d'autres, dans l'accompagnement des différents publics, les jeunes, les publics fragiles, les entrepreneurs, que nous accompagnons et pour lequel nous délivrons un certain nombre d'outils permettant, je dirais, cette éducation budgétaire, économique et financière. Et puis pour terminer, le quatrième volet a trait à l'observation de l'économie, les études que nous produisons, notamment le rapport économique annuel que nous produisons. Le prochain va paraître à la fin du mois de juin pour l'année 2025. Mais plus généralement, nous avons cette mission qui vise à éclairer les acteurs économiques, les pouvoirs publics, donc produire des études thématiques, produire des études régulières, je parlais de monétaire et financier, on va produire des statistiques également sur les tarifs bancaires, sur le coût du crédit, sur les délais de paiement, on va produire un certain nombre d'études plus générales, on va sans tarder produire des études sur les impacts économiques des sargasses sur la place de la Martinique dans son environnement. Ça, c'est une mission également qui est propre aux instituts, exercée un peu différemment d'ailleurs de notre maison mère, la Banque de France, et qui est bien évidemment exercée en partenariat avec d'autres acteurs, je pense à l'INSEE, à l'AFD notamment, dans lequel nous avons un contrat et un partenariat Sérum, qui nous amène à produire par exemple tous les ans les comptes rapides, les comptes économiques de la Martinique. Voilà, en 4 volets, l'ensemble des missions des instituts et de l'IEDOM ici à la Martinique. Monsieur Croisando, le téléspectateur qui nous regarde, il se pose la question, comment fait-il pour accéder à vous, pour soumettre soit une plainte contre la banque, soit un contentieux, comment il fait? Alors, depuis quelques années, l'ensemble de nos services sont accessibles en ligne. C'est un premier point important. Pas de contact physique? Alors, bien sûr que si, je vais y venir. Okay. Mais pourquoi je parle d'abord du contact parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, dans un monde où le numérique... Tout se fait à partir de ça. On a tous nos smartphones pas très loin. Et étonnamment, alors d'ailleurs, petite parenthèse, alors même qu'on nous dit que oui, mais ici, à la Martinique, vous savez, c'est pas facile, c'est partout. On a une population, effectivement, qui aura des difficultés à accéder par ce biais. Je prends le seul exemple du surendettement dont on parlera peut-être un peu plus tard. Le nombre de dossiers déposés en ligne, eh bien, nous avons le high score national ici à la Martinique. La part des dossiers déposés en ligne à la Martinique est bien plus importante que dans l'Hexagone. Donc tout ça pour dire que l'ensemble de nos dispositifs pour les entreprises, pour les particuliers, sont accessibles en ligne depuis notre site iedom.fr qui a été revu il n'y a pas très longtemps. Tout est possible en ligne. Ensuite, pour les particuliers, nous avons la possibilité, nous recevons sur rendez-vous maintenant, pour renseigner sur surendettement, sur des problématiques de relations bancaires. Et nous travaillons également en étroite coopération avec un certain nombre de relais. Ces relais, pour les personnes fragiles, ce sont les travailleurs sociaux, Point Conseil Budget. Pour les entreprises, ce sont l'ensemble des structures d'accompagnement des entreprises. Mais les entreprises ont la possibilité également de nous solliciter par le biais, en général les entreprises ne le font pas directement, rares sont les entreprises, mais nos numéros de téléphone sont disponibles sur le site, on nous appelle et on reçoit sur rendez-vous pour l'essentiel. Mais bien sûr qu'on a le contact physique est important. Dans l'état actuel de la Martinique, vous avez fait votre dernier rapport. Comment on se situe? On est dans une bonne voie, on est dans une courbe descendante, dans une dérive, passez-moi l'expression. On est sur une voie. Est-ce que cette voie est la bonne?
C'est une première question. Et l'autre question, c'est comment on se situe. Alors comment on se situe, qui était la première question. Aujourd'hui, on va bientôt produire une synthèse de la conjoncture économique de 2025. Donc, on n'en a pas encore complètement bouclé. On fera d'ailleurs une conférence de presse, je pense, dès la semaine prochaine sur ce terrain-là. Ce que l'on constate, 2025, et globalement, dans la suite de 2024, je crois qu'on avait conclu en disant une année flat, avec cet événement de fin d'année 2024 que l'on a tous en tête. Et donc 2025 a été impacté en début d'année par ces événements de fin 2024. Donc il y a eu ce truc. Mais globalement, on est dans une grande plaine. On est dans un grand plat où il n'y a pas de déflation, il n'y a pas de croissance, je ne crois pas. On verra ce que nous diront les chiffres, hein, je ne les ai pas aujourd'hui, sincèrement. Mais on va être autour du zéro. Va être autour du zéro. On avait sur 2024 un peu moins d'1 point, 1% de croissance. On sera peut-être un peu en dessous dans cette année 2025, mais on est sur ce plat sans relief. Une année sans relief, avec des indicateurs qui ne sont pas je dirais, orientés favorablement. Je pense à l'activité, je pense à l'emploi. On en a parlé, je crois, d'autres ici sur ce plateau il n'y a pas très longtemps. Et puis des éléments, des secteurs qui souffrent, on en a parlé, le BTP notamment. Le BTP qui bâtiments, travaux publics. Commerce qui arrive à se maintenir, et là encore, on regarde pas dans secteur, sous-secteur par sous-secteur, mais globalement, on a une consommation qui se tient, mais tout ça ne donne pas, en tout cas, un environnement propice à une croissance. La bonne photographie. C'est paysage plat, sans relief. Oui. Une année 2025, et c'est qu'on ne voit pas aujourd'hui pour 2026 d'éléments nous permettant de dire on va sortir de ce marasme économique. Parce que quand nous regardons le nombre de liquidations judiciaires qu'on a eues, qui est en progression, et très souvent avec des entreprises qui arrivent en liquidation judiciaire avec de la créance publique. Ça, c'est la grosse plaie de la Martinique. C'est une des grosses plaies de la Martinique, c'est vrai. C'est vrai que l'on a des entreprises qui... la principale raison qui va conduire à un redressement judiciaire et au pire à une liquidation judiciaire, c'est bien le problème de trésorerie. On a parfois il n'y a pas que cela, hein, mais pour un certain nombre d'entreprises, c'est la trésorerie. On peut avoir de l'activité, on peut faire du chiffre d'affaires, mais si effectivement la trésorerie et l'argent ne rentrent pas, ça ne va pas fonctionner très longtemps. Et de la créance publique, ou en tout cas oui, publique au sens large, on va dire. Oui, ça fait partie de ce qu'il y a à transformer, très clairement. La Martinique a déjà tout. On a une population jeune encore, hein, même si elle a tendance plutôt à s'évaporer vers l'Hexagone. On a des ressources naturelles. On a une position géostratégique que beaucoup nous envient. On en parlait avant, un accès au marché des capitaux. Oui. Donc on a tout cela. On a une position, on a un magnifique territoire, je prêche un convaincu. On a de l'argent. Et bon sang, on n'arrive pas à se sortir de ce sol englué. Là. Voilà. Vous allez nous faire remonter les bretelles par nos élus qui n'ont pas de projet, alors qu'il y a des choses à faire dans l'île. Donc, et d'autres qui lancent des opérations sans avoir le financement. Finalement, l'entreprise devient le banquier de la collectivité. Donc c'est clair qu'on a besoin, il faut transformer ce modèle, choisir concentrer nos efforts, hein, concentrer l'investissement sur les secteurs stratégiques, mais on les a tous en tête, hein, parler infrastructure, énergie, transformation, climat,
La principale piste actuellement, d'ici 2050, c'est l'élévation du niveau de la mer qui va tout transformer. L'élévation du niveau de la mer, je crois que vous avez produit des documents sur le sujet, bien évidemment. C'est un sujet majeur. Énorme. La transition climatique aussi, je dirais, l'adaptation. Donc tout ça, c'est essentiel. Donc il faut effectivement concentrer. Et la Martinique a la capacité à prendre le lead régional. Je parlais de son positionnement géostratégique et régional. Il y a des projets régionaux. Ne travaillons pas uniquement pour nous, la Martinique. On a la capacité à ouvrir le champ et à travailler sur des sujets comme ça, où il y a de l'innovation. L'innovation, c'est un élément déterminant pour notre croissance de demain. Et pour cela, il faut attirer des investissements. Les capitaux, j'en parlais, on a des capitaux, les fonds européens, au national, on a des banques, là, mon pays, la Banque des Territoires, l'AFD, etc., qui peuvent financer. On a besoin de financement privé. Le PPP, partenariat privé-public. On a besoin de financement privé. Le privé, il va venir si l'environnement est attractif. Oui. Donc il faut travailler sur cette attractivité du territoire. Hein. Et c'est là où on en revient au sujet des infrastructures, au sujet de l'ouverture. C'est pas uniquement avoir une belle plage et ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faut accéder à la plage. Il faut une bonne route. Il faut une bonne route. Pour un investisseur, ça ne suffit pas. Donc effectivement, il faut concentrer nos efforts, il faut concentrer l'investissement, il faut faciliter le portage des projets. Il faut que l'on sorte de ces problématiques, il faut simplifier l'administratif, il faut aller de l'ingénierie financière qui encadre tout cela, il faut la simplifier, il faut l'aider, il faut la professionnaliser. Oui. On a des fonds, on ne peut pas y accéder, c'est pas normal. Donc il faut travailler sur ces sujets-là. Bien évidemment que réduire les délais de paiement, ça fait partie de tout cela. Oui, c'est partie de tout cela. Il faut soutenir le développement de nos PME. L'investissement, il peut venir effectivement de l'extérieur. C'est important. On aimerait avoir des investisseurs privés. Je prends le cas de l'eau. Notre situation économique collective des EPCI et de la CTM, ces deux-là réunis ne permettent pas de faire le gros chantier de l'eau. Donc on est obligé de faire appel au partenariat privé-public et même au privé local. Oui, le privé local, on a des structures qui ont la capacité ou à qui on pourrait accompagner, que l'on pourrait accompagner pour les structurer peut-être, pour leur permettre de traiter de plus gros marchés. Je crois beaucoup aussi à cette nécessité d'accompagner nos entreprises, quelle que soit leur taille, les faire grandir. Et les faire grandir, c'est pas uniquement leur permettre de faire plus de chiffre d'affaires, c'est les accompagner pour se structurer, pour grandir de manière structurée, solide, pérenne. On a besoin de cette stabilité-là. Et à ce niveau, on a tous les outils qu'il faut en Martinique pour ça. En tout cas, à côté de l'IEDOM, vous avez l'AFD. Alors, c'est pas du côté de l'IEDOM, nous sommes l'AFD, c'est un cousin éloigné. C'est votre cousin, oui. Pardon, excusez-moi. L'AFD a des possibilités, effectivement. La Banque des Territoires a des possibilités de financement. On peut aller aussi sur du financement d'infrastructures ou sur des projets de cette ampleur. Bien sûr, les fonds européens, mais pourquoi pas aller chercher d'autres structures comme la BEI ou d'autres fonds. Non, une fois encore, le sujet des fonds, et puis on trouvera des partenaires bancaires pour accompagner tout cela. Dès lors que le projet est fiable. Dès lors que le projet est solide, qu'il est construit, accompagné par des fonds, on trouvera du financement bancaire. On a aujourd'hui, et c'est une chance, en France en général, et c'est vrai également pour la Martinique, et c'est pas grâce à la stabilité financière à laquelle nous veillons est un élément important pour cela. De nombreux pays envient le système bancaire français. On a un système bancaire solide qui aura la possibilité d'accompagner. Donc il nous manque les hommes, les chefs d'entreprise qui vont pouvoir aller dans cette voie, mais je veux dire, c'est aujourd'hui, s'ils ne le font pas, c'est que, une fois encore, l'environnement n'est pas là et n'est pas suffisamment sûr et stable et ne donne pas suffisamment de visibilité pour aller engager des fonds. Nous avons un passé qui nous colle au dos, qui nous pose problème, et lorsqu'une entreprise essaie de mettre la tête hors d'eau en dénonçant certaines choses,
les mesures coercitives sont tout de suite appliquées. Finalement, nous connaissons beaucoup d'entreprises qui refusent d'engager ce combat, qui refusent d'aller pousser plus fort nos collectivités. Je prends l'exemple du réchauffement climatique et de l'élévation du niveau de la mer. Au moment où nous parlons, nous n'avons pas encore vu quelle est la décision, quelle est la vision politique pour faire face à ça. Or, nous savons qu'on perd plus de 17% de notre surface par rapport au fait qu'avec l'élévation du niveau de la mer, toutes les parties basses seront sous l'eau. Donc là, il y a un méga chantier à faire, à mettre en place. Mais ce n'est pas en 2050 qu'on fera les premières études, il faut dès maintenant le faire. Je suis convaincu de cela. Convaincu qu'effectivement, sur ces chantiers de la transition climatique, écologique, et notamment sur l'adaptation donc, au changement climatique, il y a des choses à faire maintenant. Après, vous me dites, voilà, il n'y a pas de vision, etc. Alors, l'IEDOM et la Banque centrale qui est en charge de la politique monétaire et donc pas de la politique budgétaire qui est à la main de l'État, ne peut pas se permettre de prendre position sur ce terrain politique. Mais bien sûr qu'on a besoin des politiques. On a besoin des politiques et on a besoin que les politiques et les acteurs économiques se parlent. Oui, c'est surtout ça. C'est un élément essentiel. On parviendra à trouver la solution si on se parle. Ça, c'est la première chose. Oui. Donc, en ce sens, je ne peux que promouvoir et dire effectivement et aller dans votre sens en disant oui, il y a urgence. Et oui, il y a urgence à ce que les politiques et les économiques se parlent pour enfin se donner un axe. Il y a des choses qui sont faites. Hein. J'ai vu il y a hier un accord signé, enfin en tout cas sur le terrain de la politique écologique, des sommes qui sont faites entre l'État et la collectivité. Donc on progresse, mais malheureusement le temps de l'économie n'est pas le temps de la politique, le temps du changement climatique n'est pas le temps de la politique. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une accélération qui nécessite, et je pense que les entreprises sont prêtes. On les trouvera, les entreprises. Elles sont là, elles sont prêtes. On a les fonds, on a les entreprises qui seront prêtes à faire. Il faut que l'on puisse construire l'environnement réglementaire, politique. Il faut que les politiques, effectivement, puissent accompagner. C'est leur rôle, elles le disent d'ailleurs. Hein. Les différentes instances politiques le disent. Leur rôle, c'est de construire l'environnement pour permettre à ces entreprises de se développer. On voit bien qu'il y a sans doute encore là un chemin à parcourir pour arriver à cela. Nous sommes convaincus d'une chose. Le réaménagement de la Martinique du fait de l'élévation du niveau de la mer va générer d'énormes emplois, va générer une circulation de fonds, de finances énorme. Et l'intérêt pour nous, par rapport à notre environnement caribéen, c'est de faire de chez nous un pôle d'excellence et de faire savoir notre savoir-faire. On a les entreprises qu'il faut, on a tout ce qu'il faut ici. Malheureusement, je dirais que le camion est à l'arrêt et ça débouche chez vous beaucoup de surendettement. Oui, alors, il est vrai que, donc, une fois encore, bon, nous restons mobilisés, je le disais, au service de l'économie, de la population, et que le modèle dont on parlait, en tout cas que l'on cherche, et que l'on appelle tous de nos voeux, hein, il est là pour créer de la richesse. Et vous avez raison pour reprendre ce que vous disiez. C'est pas le traitement du sujet à la Martinique qui va faire le développement de la Martinique. C'est en faire peut-être un pôle d'excellence, en tout cas participer dans son environnement régional à quelque chose de plus grand. Ensuite, oui, l'idée de tout cela, c'est bien de créer de la richesse. Créer de la richesse, c'est créer de l'emploi. Oui. Bon. Et vous réduire les dossiers sur les plans. Et dans cette attente, effectivement, puisque nous n'en sommes pas là, et on le disait en introduction dans la présentation que nous faisions très rapidement de l'IEDOM, et du contexte économique du moment, il y a un élément, là, une petite lumière qui s'allume depuis 2 ans, c'est le nombre de personnes en emploi qui est à la baisse, le nombre d'intérimaires qui est à la baisse. Et donc on est dans le chemin inverse de celui que l'on souhaite. Alors est-ce que tout ça nous amène plus de surendettement ? C'est sans doute un des éléments.
on en a parlé il y a quelques mois de cela. Hein. Je l'avais dit, l'année 2025 n'est pas une année noire en matière de surendettement, puisqu'on a une progression de plus de 25% du nombre de dossiers. Ça reste à relativiser. Hein. C'est moins de 700 dossiers hein, sur l'ensemble de l'année. Mais on voit bien cette évolution. Et cette évolution, oui, alors. Il y a plusieurs raisons à cela. Les raisons qui expliquent cette évolution, forcément, ce que l'on qualifie d'accident de la vie, c'est la maladie, bien sûr, hein, mais le chômage, ça fait partie de la vie. Les personnes qui... Chômage, on prend un point hein, sur l'année 2025. On était à 12,5 ou 12,4, je crois, à fin 2024. Dans les derniers chiffres, on est à 13,5 sur fin 2025. Donc on voit bien que là, on a un vrai sujet. Et la perte d'emploi, c'est un élément qui peut conduire, puisqu'on va construire son budget avec les ressources qui nous semblent être celles qui vont perdurer, et puis à un moment donné, ça gâche. Donc ça, c'est un premier élément. N'oublions pas l'épisode inflationniste que l'on a connu. Les prix ont quand même augmenté globalement de l'ordre sur 5 ans. Hein, le cumul d'inflation, il est autour de 15%. Hein, donc, et on ne l'a pas baissé. Là, aujourd'hui, on a une inflation qui est maîtrisée c'était autour de 1% en fin d'année 2025. Mais il n'y a pas de baisse. Les prix, ils ont augmenté. Donc, quand on a des revenus qui n'ont pas augmenté de la même manière, forcément, ça va conduire à du surendettement. On a aussi, je parlais de la stabilité financière et du regard que l'on porte sur les pratiques des établissements de crédit. On a vu se développer depuis quelque temps le paiement fractionné. On vous dit partout, vous voyez, sur n'importe quel site sur lequel vous voulez acheter ou magasin, on vous dit vous pouvez pas acheter. Non mais là le téléphone, là non, il est payé avant 6 fois, 10 fois. Payé en 4 fois, ou 5 fois, ou 10 fois. Voilà. Donc ce genre de pratique qui se développe de plus en plus, pas très encadré, ça aussi, ça conduit à du surendettement. Et puis, alors ça, c'est des raisons malheureuses, on va dire, qui nous conduisent à un surendettement. Et puis, il y a des raisons heureuses, parce que le surendettement, il est là pour aider. Il est là pour tenter de donner une seconde chance, de faire en sorte que les familles, les personnes puissent se sortir de ces difficultés et rebondir. Un des éléments qui conduit à la hausse des dossiers, c'est la communication que l'on peut en faire. Mais là, il y va de l'accès au droit. C'est une bonne raison. Et on est là aussi pour aller aider les personnes à se sortir de difficultés. Alors, une personne qui se trouve dans une situation comme celle-là, sa première démarche, c'est de quoi faire? S'orienter tout de suite vers vous, soit par le biais d'un avocat, et au départ, il n'a pas d'argent, soit directement, comment ça se passe? Alors, l'avocat, pourquoi pas, mais on a quelques-uns. Hein, parce qu'on a des dossiers qui ne sont pas forcément... je le dis souvent, tous les surendettés ne sont pas pauvres, hein, et tous les pauvres ne sont pas surendettés. Donc, non, une fois encore, on a maintenant 40% des dossiers qui sont déposés en ligne. En ligne. Bon, voilà, on peut le faire soi-même. Mais mieux encore, on peut contacter un travailleur social. Travailleurs sociaux, alors au sens large, j'aime pas bien ce terme, je crois qu'il y a d'autres termes aujourd'hui pour les qualifier, mais ils sont dans les points conseils services, ils sont dans les CCAS, les centres communaux d'action sociale, dans les mairies. Ce sont les travailleurs sociaux aussi de la CTM qui sont très présents, ils font un gros travail et je les remercie toujours chaque fois que j'en ai la possibilité parce qu'ils nous aident, ils vont aider donc les personnes, n'hésitez pas à aller les solliciter, ils vont vous aider à monter le dossier. Qui est vrai que ça reste un peu administratif, hein, j'en conviens, mais bon, on a besoin quand même d'un certain nombre d'éléments pour traiter au plus vite de ces solutions. Et un dossier, en général, on le voit, hein, qui a été accompagné, il va être traité plus vite parce qu'il sera complet des réceptions, on ne va pas faire 3 tours pour aller chercher des documents complémentaires. Donc ça, et certains le font, hein, une fois encore, 40% des dossiers sont déposés en ligne par le biais de travailleur social. On a la possibilité aussi, le dossier papier, je ne le préconise pas plus que cela, mais il existe encore, hein, bien évidemment. Il est disponible auprès de ces structures-là ou chez nous directement. Vous remplissez votre dossier, vous le déposez, et donc nous allons le traiter. Et dans une première étape où on va, bien sûr, examiner la recevabilité du dossier, et ensuite la procédure va se dérouler. Et une fois que ce dossier complet, une fois qu'il est arrivé chez vous,
faut compter grosso modo combien de temps pour l'exploiter, pour avoir une réponse. Alors, la première réponse est très rapide. Alors qu'il y a une forme d'accusé de réception du dossier en disant on a bien pris en compte votre dossier. La première étape, je le disais, c'est la recevabilité qui va être traitée. L'IEDOM assure le secrétariat de la commission. Ce n'est pas la commission. Donc il y a bien une commission qui va se réunir mensuellement pour traiter des dossiers. Et dans un premier temps, déterminer recevabilité ou non recevabilité, sur proposition du secrétariat. Nous avons, et c'est la loi qui nous l'impose, un délai, nous devons juger de la recevabilité dans les 3 mois. C'est la première étape. Dans les 3 mois, nous jugeons en général, aujourd'hui on est à 2 mois, vous voyez, le temps que la commission se réunit une fois par mois, le temps d'examiner le dossier, on est autour de 2 mois pour avoir la réponse, votre dossier est recevable. S'il est recevable, c'est la première étape essentielle, que les créanciers ne peuvent plus poursuivre. Et on gèle le paiement de l'ensemble des dettes figurant au dossier. Bouffée d'air pour celui qui a déposé son dossier. Et ensuite, donc deuxième étape, la commission donne son feu vert au secrétariat pour dire ok, il est recevable, vous pouvez le traiter. Et ensuite se déroule le traitement. Allez, ça peut prendre 3 mois supplémentaires, mais on est dans une période là où ça donne un peu de sérénité, une fois encore, une bouffée d'air aux débiteurs à qui on demande, d'ailleurs, de continuer à payer leurs charges courantes, bien évidemment, mais arrêtent de payer les dettes et les retards de dette. Et surtout qu'ils réduisent aussi sur son train de vie. Assez souvent, on voit dans des dossiers un train de vie qui est énorme. On a parfois, ça fait partie des dossiers, dans la typologie que l'on a des dossiers de surendettement, bien sûr que l'on a ce type de dossier. C'est pas l'essentiel. Oui, bien sûr qu'on a. On a de ces dossiers dans lesquels il y a une superposition de crédit. On va acheter la fièvre acheteuse. Oui, on le voit. On voit beaucoup de dossiers dans lesquels ce sont des revenus et c'est l'accident de la vie dont je parlais, ou des revenus qui sont insuffisants. Et puis bien souvent, il y a un peu de superposition des deux. Il y a cette problématique de gestion budgétaire qui n'est pas forcément des plus sérieuses. Ça nous conduit d'ailleurs, c'est ce pourquoi on travaille aussi avec ces mêmes travailleurs sociaux à de l'éducation budgétaire dont je parlais tout à l'heure. Et nous avons eu l'occasion de voir dans certains dossiers, des personnes qui nous consultent, le comportement bancaire qui refuse d'appliquer la forclusion. Oui, non, j'ai pas en tête de dossier. Après, le comportement bancaire, il n'est pas exempt de reproches, sans doute. C'est pas un sujet que l'on voit. Il n'est pas énorme, mais enfin, il existe quand même. On peut avoir ici ou là, oui, un sujet bancaire, mais en tout cas, c'est pas un sujet qui nous remonte. C'est pas ça. On n'est pas dans les sujets qui nous inquiètent ou qui nous est remonté régulièrement. C'est vraiment exceptionnel. Alors, pour le surendettement du particulier, au niveau national, il y a un seul département qui agit exactement comme pour une entreprise. Oui. En Alsace, il existe là une procédure qui est l'équivalent de la liquidation judiciaire, ou redressement judiciaire pour une entreprise devant le tribunal de commerce, ou judiciaire pour les... alors, oui, effectivement, ça c'est un héritage ancien dans cette région Alsace-Lorraine. Globalement, alors la loi sur le surendettement a beaucoup évolué au fil des ans. Et on a un équivalent, ou en tout cas quelque chose qui s'en approche dans notre dispositif de surendettement, c'est le rétablissement personnel. Le rétablissement personnel, qui est l'équivalent de la liquidation judiciaire. De l'entreprise. Alors, on peut avoir un redressement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Un redressement personnel avec liquidation judiciaire, c'est si le débiteur a des biens. Si le débiteur il roule avec une très grosse voiture et une grande maison, et on va effectivement, s'il ne peut pas rembourser ses dettes, on va procéder. Bon. On a d'autres possibilités. On n'en fait quasiment pas. En 2025, zéro redressement avec liquidation judiciaire. Donc ce sont des redressements sans liquidation judiciaire. Ça veut dire que
on va effacer la dette, très clairement, donc c'est bien la liquidation, on efface la dette, mais il n'y a rien à liquider parce qu'il n'y a pas de bien, ou si peu. On ne va pas, bien évidemment, aller enlever le téléviseur, le lave-linge à une famille qui en a besoin. Donc, le redressement personnel, c'est cela. C'est autour de 40% de nos dossiers aujourd'hui. Donc, on efface la dette. Donc, un peu équivalent entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. On peut être amené c'est pas ce que l'on privilégie, on peut être amené à demander la vente d'un bien immobilier lorsqu'il y a une dette immobilière. On essaie de l'éviter autant que faire se peut. On essaie de trouver des solutions pour éviter cela, parce que mettre une personne à la rue quand on sait la difficulté et le coût des loyers, pas uniquement à la Martinique d'ailleurs, mais singulièrement à la Martinique, c'est sans doute pas la bonne solution. Donc on essaie de trouver des solutions, mais parfois on n'a aucune capacité. Enfin, on ne peut pas faire autrement que de demander la vente. C'est souvent un crédit qui est récent. Voilà, on s'est endetté, mais on s'est endetté vraiment un peu fort. Et on va demander la vente. Voilà. Et la typologie, elle se situe au niveau du particulier qui travaille dans le privé ou éventuellement dans tout ce qui est dans le fonctionnariat public. On ne fait pas la distinction. Hein. On a effectivement... D'abord, la grande particularité en termes de typologie ici à la Martinique, c'est le nombre de femmes déposantes. On approche de 75% de femmes, alors c'est 54% au niveau national, qui déposent un dossier. Après, on a un peu plus d'actifs, en effet, ici sur le territoire de la Martinique, mais je ne distingue pas actifs publics ou actifs privés. Et en tout cas, on en a bien dans les deux catégories. On le voit dans les commissions, dans les dossiers qui passent. On a, oui, un certain nombre. Je ne donnerai pas de chiffres, mais en tout cas, une proportion significative. Il n'y a pas une forte majorité d'un côté ou de l'autre. À mon avis, c'est assez équilibré, public-privé, dans les emplois des débiteurs. Je crois en dos, simple citoyen que nous sommes, nous observons une chose. La fin du mois, pour beaucoup de personnes, c'est le 10-12. Au-delà du 10-12, on a un débit bancaire. Et si on n'a pas l'accompagnement bancaire derrière, il n'y a plus rien qui rentre dans le réfrigérateur. Alors, oui, l'accompagnement bancaire, mais la banque est une entreprise. La banque, c'est aussi une entreprise à laquelle d'autres vont confier leur épargne. D'autres vont demander du crédit. Hein. On a des banques ici qui sont des banques classiques où l'épargne fait le crédit. Et ce que l'on demande, et nous le demandons, nous, IEDOM, je le disais dans nos missions, stabilité financière, stabilité bancaire, il y a bien un élément que l'on va suivre de près dans les banques pour s'assurer d'une stabilité de banques solides, c'est le risque qu'elles vont prendre sur leur clientèle. Si elles vont prendre trop de risques sur les marchés entreprises comme particuliers, on va leur demander déjà de se constituer des réserves, donc ça va leur coûter cher. Elles sont aussi soumises à rentabilité tout de même, là aussi pour assurer leur rentabilité. Donc oui, les banques ne prêtent pas comme cela ou ne vont pas autoriser. On a une loi qui va peut-être pas d'ailleurs sur le sujet des découverts. Un découvert, j'ai presque envie de dire, attention, à l'inverse. Oui. On a vu des périodes où on disait venez ouvrir un compte chez vous, on vous met un découvert de 500, je vous permets un découvert de 500, 2000, etc. C'est pas forcément un bon service à rendre à la. Après, il faut couvrir ce découvert. Après, ça devient un modèle, on intègre ça dans son fonctionnement, et puis un jour ça déborde. Ah oui, mais quand ça déborde au-delà du découvert, ça devient compliqué. Donc j'ai pas l'impression qu'on ait des banques aujourd'hui. On peut avoir des cas, bien évidemment. Il y a que la relation banque-entreprise ou banque-citoyen, c'est souvent d'ailleurs une relation d'homme à homme, avec un grand H. De confiance, c'est tout. De confiance. Mais la banque ne pourra jamais dire, OK, oui, je comprends bien, vous avez des ressources qui sont telles que votre budget est déséquilibré à partir du 12, du 15,
Donc pas de souci, je vous fais quoi? Je fais un crédit. Hein, c'est bien, c'est bien de cela. Je sais pas, je vous prête de l'argent, je vous fais un crédit. Je suis pas sûr que ça soit la bonne voie, et je ne crois pas que ça soit souhaitable, en tout cas. Les banques ne sont pas là pour cela. Il y a d'autres dispositifs qui sont là pour tenter d'aider, et c'est pas simple. Hein. Rien n'est simple. Je crois en dos. On sort de très loin. La Martinique sort de très loin. Et nous regardons la perspective pour demain, toujours à partir de l'élévation du niveau de la mer qui est ce gros chantier qui arrive. Et nous pensons que beaucoup d'entreprises du BTP ne parviendront pas à accéder à ces marchés-là, du simple fait qu'elles ne sont pas à jour de la sécurité des impôts. Vous observez cet élément-là? Bien sûr. Oui. Et nous militons pour une chose, que l'on puisse simplifier l'accès au marché public au niveau du DOM-TOM. C'est la 4433-3 du Code des collectivités qui permet de proposer, d'expérimenter et d'adapter. L'idée, c'est quoi? Permettre aux entreprises d'accéder au marché sans avoir à fournir les attestations. Une fois que cette entreprise a obtenu ce marché, à ce moment, fort de ce document, il s'organise pour prendre une convention de transaction pour payer sa dette. Dette qui est payée au prélèvement à la source. Que pensez-vous de cette idée? Je crois que... Nous sommes obligés d'innover aujourd'hui. Oui, il faut que... On a à innover, on a à accompagner. Je dirais d'abord... Il y a distinction à faire parce qu'il y a un débat autour de ces charges sociales notamment, fiscales aussi également, mais sur le fiscal, ils sont plus souples. Sur le social, il y a un grand sujet qui fait débat aujourd'hui où certains demandent à ce que on puisse être plus souple. Il y a des dispositifs qui existent. Hein, la CCF la CCSF, hein, qui est la commission des chefs des services financiers, qui réunit URSSAF, DRFIP, pour traiter et mettre en place éventuellement des plans d'appurement de dette sociale fiscale. Elle fonctionne, elle le fait. Je note d'ailleurs qu'elle n'est très peu sollicitée. Voilà. Peu de demandes en tout cas auprès de la CCSF. Bon, c'est un point. Il y a un débat autour du charges patronales et donc les charges salariales. Ma position, elle est très claire sur le sujet. On ne traitera pas, ça a été possible de prendre en charge le salarial pendant les périodes Covid où il y avait une ouverture, etc. On était quand même dans une période très particulière. Charge salariale, non, ce sont là, on vient retenir de l'argent que l'on détient sur de nos salariés. C'est un délit. Donc ça, c'est un délit. Donc ça, ce débat-là, pour moi, il est sur la table. On a un certain nombre d'organismes qui demandent à ce que l'on puisse intégrer ces charges-là dans les plans. Je dis non. Pour le reste, bien souvent, on peut pas. Enfin, ça me gêne de faire de généraliser. Il faut faire du cas par cas, selon moi. Oui. Il faut faire du cas par cas. Distinguons l'entreprise. Alors effectivement, et on en a tous en tête, ou on en a tous croisé, qui me disent oui, mais si je ne peux pas payer mes charges patronales, c'est parce que j'ai une collectivité pas forcément la même qui ne m'a pas payé. Voilà. Bon. Mon donneur d'ordre ne m'a pas payé. Donc comment payer? Donc si on est dans cette situation, j'ai envie de dire oui, il faut qu'on puisse trouver une solution pour... Il y a eu d'autres entreprises, et on en voit, hein, je suis présent auprès de la CCSF, et puis j'en vois d'autres à travers la médiation du crédit ou les contacts que l'on peut avoir auprès des entrepreneurs, on en voit quand même un certain nombre tous les ans, qui me disent, oui, je ne peux pas payer mes charges salariales, charges patronales. On regarde d'un peu plus près le dossier, on s'aperçoit que la difficulté va bien au-delà du problématique délai de paiement. Ça va au-delà. C'est une entreprise qui... alors peut-être parfois, il y a d'autres dettes, d'ailleurs, que la charge sociale patronale. Donc, ça peut être les loyers qui ne sont pas payés, le fournisseur qui n'est pas payé. Il y a un phénomène boule de neige. Il y a un phénomène... Bon, à un moment donné, on ne peut pas non plus... il faut traiter ces solutions-là. Et il faut les traiter au cas par cas.
commissaire à la vie des entreprises. On a des dispositifs qui existent. La préfecture, il est en cours il va arriver bientôt. Là. Il y a un changement de personne, mais en tout cas, la fonction existe de ce commissaire au redressement qui existe auprès de la préfecture. On a le secrétariat du Codefis et CSF à la DRFIP. L'IEDOM, bien évidemment, qui est là aussi en écoute pour tenter d'orienter. On a le centre le CIP géré par la CCI qui est là aussi. Tous ces dispositifs, en fait, sont très peu sollicités. Parce qu'elles ne sont pas connues. Parce qu'elles ne sont pas connues, parce qu'il y a le tribunal est là aussi pour ça. Le tribunal, on a peur. Il y a ceux qui ont peur d'aller au tribunal. Pas au tribunal. Alors que le c'est tribunal, un acte de gestion. dans sa fonction, c'est un acte de gestion pour la partie lorsqu'on est notamment en cessation de paiement, mais c'est aussi de la responsabilité du chef d'entreprise lorsqu'on a des difficultés que d'aller au plus vite. Il y a une charte de confiance d'ailleurs qui a été signée il y a quelque temps au mois de février, qui fait suite à un rapport qui avait été produit par le médiateur national du crédit et le médiateur des entreprises, M. Pelouzet. Le médiateur national du crédit qui est maintenant Mme Kabech. C'était M. Wisnowski qui avait produit ce rapport avec M. Pelouzet sur ce qu'on est en train de dire, savoir qu'on a des entreprises qui sont dans la difficulté, qui ne viennent pas solliciter. Pourquoi, on l'a dit, hein, il y a la fierté du chef d'entreprise qui dit non, mais moi je vais... Oui, mais il y a aussi des mesures coercitives. Il y a des mesures coercitives. Mais bon, à un moment donné, on ne peut pas non plus laisser vivre. On a eu un grand débat sur la zombification des entreprises suite à la période de Covid, où on a fait du soutien. C'était une bonne mesure, je crois. Maintenant, en sortie de ces dispositifs du quoi qu'il en coûte, on a eu des entreprises qui, peut-être que dans un mode normal de fonctionnement de l'économie, ne seraient plus en vie aujourd'hui, donc elles ont pu continuer à vivre. Donc, je crois qu'il faut trouver la bonne mesure de tout cela. Il ne faut surtout pas généraliser un modèle, dire j'accepte Il faut traiter au cas par cas. Il faut aussi accompagner ces entreprises. Je parlais tout à l'heure de la nécessité de faire grandir les entreprises. Et on a, pardon, hein, mais j'ai peut-être trop de petites entreprises. Quand on regarde la typologie de nos entreprises, on a quelques grandes entreprises, je les mets à part. Et on a un tissu. Nos entreprises en général, c'est 5 salariés, 6 salariés. Et on a un tissu de PME, alors j'ai envie de dire entre 5 et 50. Et puis il y a là la plus grosse part qui a moins de 5 salariés. Oui. Je crois qu'il y a peut-être aussi une réflexion à conduire pour, dans les messages à porter. La création d'entreprises, elle est déterminante. Pour faire grandir nos entreprises. Combien je vois de chefs d'auto-entrepreneurs qui, pardon l'expression, galèrent. Oui. Parce que il faut que je fasse mes papiers administratifs, je sais pas comment ça marche. Bah oui, il y a l'URSSAF qui me demande, il faut que j'aille faire un devis en même temps, et puis que je fasse mon chantier, et puis je m'en sors pas. Et un chef d'entreprise, c'est minimum 20 entreprises. Donc 20 démarches administratives. Donc cette femme-là, cet homme-là, je reste convaincu qu'il serait bien plus heureux et gagnerait sans doute plus d'argent salarié dans une bonne entreprise solide. C'est ça aussi, cette idée de dire aidons les entreprises à grandir, à proposer, plutôt que de pousser à la création massive de petites entreprises. Donc voilà, en réponse à cela, je ne suis pas complètement favorable à des mesures générales, mais il faut qu'on trouve le moyen de... Alors, on ne parvient pas, c'est ça un peu l'objet de la charte de confiance qui a été signée par la médiation, et l'IEDOM est signataire, et on va en parler prochainement sur la place, je vois comment faire communiquer sur ce sujet-là. Il faut aller vers les entreprises. Il faut que toutes ces structures, nous sommes nombreux à tourner autour de l'entreprise. Nous devons aller vers les entreprises et ne pas attendre que les entreprises viennent vers nous. C'est ça. C'est très passionnant, M. Croisandou, notre échange, mais malheureusement, le temps nous guette. Et toujours pointé devant là pour nous dire bon stop, le moment est venu de nous quitter. Si vous avez une chose à dire que vous avez oublié de développer, c'est quoi? L'invitation reste pour ce que vous venez de dire. Hein.
Et donc, on vous invitera, bien sûr, dans toutes nos communiqués et nos conférences de presse sur les sujets, effectivement, que l'on va développer dans les prochaines semaines. Non, je crois que je voulais rappeler, c'est important, peut-être, d'abord la mobilisation de l'IEDOM au service, je l'ai déjà dit, mais le rappeler, dire à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent que bien que l'IEDOM paraisse se fermer derrière ces grandes grilles et ce bâtiment du boulevard Général de Gaulle qui paraît un peu blindé, nos portes sont ouvertes. Nos portes sont ouvertes, alors le contact peut se prendre par le biais de nos relais, par le biais de l'Internet, à distance, mais bien évidemment, on a des téléphones et on vous recevra. On est là pour, une fois encore, au service du développement économique des territoires, au service des citoyens de ce territoire, et nous avons à cœur, mes équipes et moi, d'assurer ces missions. Là encore, dans cet esprit de service et d'ouverture. En tout cas, M. Croisando, merci, nous vous avons écouté religieusement pour comprendre ce qui se passe. Et nous demandons aux téléspectateurs, quand on n'a pas honte, restez des chaises, personne ne va assez vous. L'IEDOM est là, il faut aller voir l'IEDOM, poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Merci encore, à très bientôt.